Alors, bonjour à toutes et à tous. On va peut-être commencer, ça va faire venir les autres. Et merci d'être venus de si bon matin et de participer à cette deuxième journée du congrès Rotonde. Je m'appelle Virginia Grossi et avec ma collègue Dina Ekeland, nous sommes chargés d'études de recherche, donc doctorante contractuelle à l'INHA. Et nous entamons désormais la troisième session principale de ce congrès et nous nous attachons au thème des itinéraires du canon. À travers 3 cas d'études, cette session propose de réfléchir sur la dimension géographique du canon artistique en s'interrogeant sur les dynamiques de pouvoir et d'influence entre les centres et les périphéries. Nos 3 intervenantes nous présenteront des recherches absolument passionnantes qui soulèvent de multiples questions sur l'infléchissement des références canoniques au vu de leur itinérance. Et on peut se poser de multiples questions. Comment le canon est-il appréhendé lorsque venu d'un centre et quelles sont les modalités d'adoption d'un canon artistique? Pour aborder ces questions, nous allons écouter Silvia Marcheselli, Alicia Pertoldi et Victoria Erzeva, que nous remercions très chaleureusement d'être là. Un petit rappel pratique, mais les intervenantes le savent déjà. Chaque intervention va durer 20 minutes. Nous allons écouter Silvia, Alicia et Victoria dans cet ordre. Et nous garderons nos questions pour la fin, donc merci bien de les noter au fur et à mesure. Autrement dit, on a jusqu'à 10h30 pour les interventions, en essayant de garder ensuite une demi-heure complète pour les questions. Et terminer ainsi à 11h. Donc, on commence par Silvia Marcheselli, qui présente une communication intitulée « Interroger un foyer artistique aux marges, la peinture médiévale à Pise face au canon historiographique florentin ». Silvia est doctorante contractuelle en histoire de l'art médiéval à Sorbonne Université, où elle est aussi chargée de cours et rattachée au centre André Chastel. Sa thèse, sous la direction du professeur Philippe Lorenz, propose d'étudier la production de polyptyques à Pise au XIVe et XVe siècle. Son approche intègre donc des questions d'historiographie et d'histoire des collections qu'elle a pu approfondir dans ses 2 mémoires de master soutenus à l'école du Louvre sous la direction de Michela Passini. Son mémoire de master 2 sur les saisies de Dominique Vivant-Denon à Pise et sur la récession des primitifs toscans en France est en cours de publication. Donc Sylvia, tu as 20 minutes et à toi la parole. Merci pour cette présentation et merci aux organisatrices et aux organisateurs de ce congrès pour cette occasion d'échanger autour du canon et dans le cas de cette communication, de son application dans l'étude d'un foyer artistique entre centre et périphérie. C'est justement en interrogeant ces notions de centre et de périphérie qu'Enrico Castelnuovo et Carlo Ginzburg affirment: identifier purement et simplement périphérie et retard revient donc en définitive à se résigner à écrire perpétuellement l'histoire du point de vue du vainqueur. Sans pourtant réduire l'historiographie artistique à une simple question de point de vue, en tant que lecteur et écrivain d'une histoire de l'art, on est conscient de l'intérêt de questionner les schémas et les références de jugement et de méthode sur lesquels nos réflexions peuvent reposer. Comme le thème choisi pour ce congrès le souligne, certains de ces repères sont tantôt devenus la règle, en incarnant la démarche employée, la perspective adoptée, le canon. Ainsi, en se confrontant à cette tension entre vainqueur et vaincu, on se sentirait presque obligé de choisir de quel côté se pencher. Écrire l'histoire du centre, des protagonistes, des vainqueurs, pourrait signifier s'aligner avec le canon. Écrire l'histoire des vaincus pourrait entraîner une volonté de les réhabiliter dans l'espoir d'une revanche. C'est essentiellement ce schéma qui est destiné, comme on essaiera de le voir aujourd'hui, à se produire dans la réception de la peinture médiévale de la ville de Pise. Ainsi, dans le cadre de ma thèse qui porte sur la production de retables destinés aux églises pisanes, je m'attache à étudier ce que pour certains historiens de l'art et connaisseurs était qualifié de médiocre, froid, périmé ou rigide. Et ce, peut-être, parce que les auteurs de ces sentences adoptaient en quelque sorte une perspective centrale, celle des vainqueurs, en regardant Pise depuis la voisine Florence, berceau de la Renaissance. De l'autre côté, en adoptant le point de vue des vaincus, Pise devenait au XIXe siècle la vraie patrie de l'art renaissant par la redécouverte de son passé médiéval glorieux. Dans le cadre d'une possibilité de questionnement du canon, il serait peut-être pertinent de se demander si ces 2 points de vue sont effectivement les seuls que l'on peut envisager, tant dans l'étude de la peinture médiévale pisane que dans celle de tout foyer considéré comme étant aux marges d'un canon.
En effet, cette tension se perpétue de manière plus ou moins consciente dans l'approche méthodologique avec laquelle l'étude de cet art est envisagée aujourd'hui. Si d'une part, la lecture de la peinture médiévale pisane a été concernée défavorablement par le poids de l'imposition d'un canon, d'autre part, même les rares voix visant à l'étudier l'ont souvent fait justement pour vaincre ce canon et pour essayer d'en construire un autre en contrepartie. Cette communication se propose donc une visée historiographique et une méthodologique. Le but serait en priorité de relire ce canon ayant établi une hiérarchie entre les écoles artistiques italiennes par la réconsidération des catégories qui le structurent et qui l'alimentent, c'est-à-dire non seulement celles d'école, mais aussi celles de centre et de périphérie. À partir du cas d'étude pisan, ce sera l'occasion de se demander plus largement comment se référer aux canons historiographiques qui peuvent imprégner l'étude d'une production artistique locale, qu'elle soit au centre ou aux marges de l'histoire et de la géographie de l'art telles que nous les percevons aujourd'hui. Loin de pouvoir apporter des réponses méthodologiques universelles, ces réflexions souhaitent plutôt encourager, moi-même en première, à interroger et comprendre les canons, leur histoire et leurs sources dans nos recherches, afin de mener une étude plus consciente d'un foyer artistique et surtout de son décloisonnement. L'identité du foyer pictural pisan au Moyen-Âge n'est pas aisée à saisir de manière flagrante et unitaire, et ce malgré la richesse et la diversité de son patrimoine artistique, ou peut-être précisément en raison de celle-ci. Le profil de la peinture médiévale pisane se constitue en effet à partir de la contribution de nombreux artistes actifs dans la ville pour répondre aux commandes de tableaux. Si on en envisage un récit par chef d'œuvre, on pourrait citer la Maestà de Cimabue ou le Polyptyque de Simone Martini ou aussi celui de Masaccio. Or, ce récit ne serait pas représentatif de la quantité et de la variété de peintures sur bois, souvent conservées dans un état fragmentaire, peintes par des artistes pisans et non pisans. La peinture médiévale pisane s'est dès lors pendant longtemps définie par rapport à autre chose, plutôt par rapport à des facteurs extérieurs qu'à des dynamiques internes. La comparaison avec la réception des arts, de l'architecture et de la sculpture médiévale est parlante. D'une part, le chantier de la cathédrale et la sensibilité des sculptures de Nicole et Giovanni Pisano. D'autre part, une production picturale restée pendant longtemps méconnue, aux marges de la géographie artistique d'une région qui, entre XIVe et XVe siècle, voit briller à Florence et à Sienne 2 étoiles particulièrement centralisatrices. Ainsi, la réception de la peinture médiévale pisane reléguée à la place de satellite s'inscrit au centre de catégories historiques, esthétiques et critiques qui structurent un canon historiographique florentin. En premier lieu, si on considère que le succès politique d'une ville peut aussi en déterminer le rayonnement artistique et culturel, Pise avait pu rénover les formes artistiques quand sa puissance de république maritime était dominante dans la Méditerranée, c'est-à-dire quand les artistes et les formes byzantines pénétraient dans son foyer. Or, la soumission de Pise à Florence en 1406 avait marqué la fin de l'indépendance et le déclin définitif de la ville et des arts pisans, une décadence qui s'était déjà annoncée suite aux progressives défaites militaires au XIIIe siècle. Sans prétendre questionner ici la véridicité de cette lecture historique, elle permet néanmoins d'identifier le rapport de force entre ces 2 entités, Florence et Pise. Le succès de l'une, dans les arts mais dans les arts, a obscurci la gloire, désormais passée, de l'autre. Florence s'est ainsi cristallisée dans une place dominante et Pise dans celle de soumise. Ensuite, le canon en question applique inévitablement une appréciation esthétique. Certes, la pénétration d'artistes d'origine orientale sur les territoires toscans, et plus précisément à Pise, avait encouragé le renouveau artistique de l'Italie centrale. Cependant, l'assimilation et surtout la permanence des inspirations byzantines dans l'art pisan des XIIIe et XIVe siècles sont méprisées par les érudits modernes puisqu'elles ralentissent la pleine restauration des formes. Ainsi, on ne peut pas s'empêcher de revenir à la source de cette lecture, c'est-à-dire à Giorgio Vasari et à l'histoire de l'art exposée dans ses vies d'artistes. C'est grâce à lui que tant l'infortune critique de la peinture pisane que sa fortune plus tardive, sa redécouverte au XIXe siècle, ont pu se concrétiser. Bien évidemment, le peintre et théoricien de l'art expose dans ses vies des facteurs comme la gloire historique et culturelle de Florence et les innovations artistiques apportées par ces peintres qui alimentent ce canon historiographique florentinocentrique. Ainsi, Pise, de la capitale du renouveau en architecture et sculpture, devient le foyer pictural en retard,
en raison de sa sensibilité à ce que Vasari appelle la manière grecque, de laquelle, selon lui, les artistes devaient réussir à se libérer. C'est dans ce sens que la peinture pisane est subordonnée au canon historiographique florentin, parce que sa réception, à l'époque moderne et contemporaine, s'est faite au prisme d'un canon construit par rapport à Florence et à sa primauté artistique. Il est toutefois intéressant de remarquer que Pise est aux marges de ce canon, non pas parce qu'on remarque dans les pages de Vasari un mépris ouvert et catégorique de sa production picturale, mais plutôt parce qu'on ne retrouve effectivement pas de mention de ce que les historiens de l'art du XIXe siècle appellent l'école pisane. Finalement, c'est l'absence d'un véritable jugement porté aux peintres pisans, ce silence vasarien, qui semble les reléguer aux marges de l'historiographie artistique et qui en même temps permettra leur redécouverte au XIXe siècle. Les érudits, connaisseurs et historiens de l'art à l'époque moderne et contemporaine ne peuvent pas, en effet, méconnaître la parole de Vasari en considérant la production picturale pisane dans son rapport à ce canon. Or, sans pour autant débattre ici l'héritage vasarien en lui-même, on assume désormais qu'il était loin de faire l'unanimité et les critiques à ses sources jugées trop anecdotiques, à ses méthodes comme la succession des biographies d'artistes et à ses théories florentinocentriques sont nombreuses, et ce, on le sait depuis son vivant. Une des principales exigences des érudits de la péninsule entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle était donc celle d'élargir les limites géographiques et chronologiques des théories vasariennes. La renaissance des arts pouvait être recherchée plus loin dans le temps et au-delà de bornes de Florence. Les peintres des autres villes italiennes méritaient aussi, tout comme les Florentins, une connaissance plus approfondie. Dans ses lettres Teresanesi, Guglielmo del Valle ressuscite ainsi l'école siennoise en insistant sur son développement pictural précoce par rapport à Florence. Le défi entre les deux villes est désormais écrit noir sur blanc dans une de ses lettres, la confrontation de l'art siennois avec la florentine, adressée à Luigi Lanzi, qui avait à son tour, dans sa Storia Pittorica, étendu le discours aux autres écoles régionales de la péninsule. Ainsi, l'érudition de la fin du XVIIIe siècle, encouragée par ses apports pionniers de Della Valle, se penche sur la découverte de productions artistiques autres que la prééminente Florence. Pise apparaît rapidement comme une candidate non négligeable à l'affirmation d'un primat artistique, notamment à travers la redécouverte du peintre Giunta Pisano. Parmi les érudits locaux, Alessandro da Morona accueille avec ferveur cette considération de Pise comme patrie de l'art renaissant, ou comme Athènes d'Italie au Moyen-Âge. Pisa illustrata nelle arti del disegno, son ouvrage sur le patrimoine médiéval pisan paru dans sa première édition entre 1787 et 1793, intègre la première véritable monographie de Giunta Pisano. La précocité de l'activité de ce peintre est attestée par le crucifix avec frère Elia, réalisé pour saint François d'Assise. Perdu, il était signé et daté de 1236, et donc l'activité de Giunta, pourtant pas mentionnée par Vasari, aurait précédé celle de Cimabue. De plus, à Pise, c'est da Morona qui découvre de ses propres yeux dans le monastère Sainte-Anne un autre crucifix signé par Giunta. L'authenticité des témoignages de ce peintre est prouvée et à partir de celle-ci, l'identité artistique pisane peut être reconstruite face au canon historiographique florentin. Cela va aller encore plus loin, jusqu'à une tentative un peu audacieuse de renversement du canon, quand da Morona suggère subtilement la possibilité que la Maestà pour l'église Saint-François de Pise, attribuée à Cimabue et depuis Vasari, soit en réalité une autre œuvre de Giunta Pisano. Dans tous les cas, son intervention est incisive pour l'érudition toscane contemporaine. Comme lui, Ranieri Tempesti avait rédigé un éloge au peintre pisan, qui devient le chef de file de la peinture médiévale de toute la péninsule. Entre le XVIIIe et le XIXe siècle, attribuer à Giunta le rôle de premier peintre italien signifie prendre des positions tranchantes par rapport à la référence. Face au canon historiographique florentin, le but était d'affirmer un autre primat artistique local. Du primat florentin au primat siennois au primat pisan, le canon s'affirme par un besoin de revenir aux sources des arts, qui est un besoin partagé. Or, pour ce faire, la méthode aussi reste d'empreinte vasarienne, puisque la redécouverte d'un art local semble devoir recourir à l'édification d'une monographie d'artistes.
Tout en essayant d'écrire une histoire de l'art autre et délocalisée, décentrée, les historiens de l'art procèdent à la réhabilitation d'une grande personnalité qui n'est plus ni Cimabue ni Michel-Ange, mais le porte-drapeau d'une école locale qui est ainsi ressuscitée. Si d'une part le polycentrisme de l'histoire de l'art de Del Laval questionne le concept d'école, et d'autre part l'Inde s'en sert pour dépasser la rédaction des monographies d'artistes, les deux approches me semblent finalement s'inscrire dans le même sillage, dans la mesure où, ancrée dans le territoire, elle cherche à réhabiliter une identité artistique par la création d'un autre canon. Dans le cas pisan, par ailleurs, ce qui est commun entre la démarche du canon florentin et celle de construction d'une école pisane des peintures est non seulement la méthode, mais aussi la difficulté à s'émanciper des esprits de clocher. Ainsi, le canon florentinocentrique d'héritage vasarien se transforme en un biais historiographique qui conditionne la lecture et l'écriture d'une histoire de l'art locale à l'époque moderne, avec des prolongements possibles jusqu'à nos jours. Il semble alors assez délicat d'étudier la production artistique d'une ville, d'une commune médiévale, en se débarrassant de cette démarche. Réhabiliter une ville, comme Pise et Sonar, ressusciter un artiste comme Giunta Pisano, et en mettre en avant une esthétique comme étant à l'avant-garde, implique, dans une certaine mesure, tomber dans le même piège. Je me demande alors s'il est vraiment nécessaire et convenable de dépasser ce canon. Ne serait-ce pas le renouveler que de se référer aux mêmes notions et d'employer les mêmes méthodes? Il s'agit d'une question qui résonne dans l'actualité de mes recherches, et je me permets donc de proposer une première piste de réflexion en insistant sur l'intérêt de porter un regard critique au canon en question et aux réactions qu'il a suscitées, à leur contenu, leur méthode, leur démarche et aux notions qu'il a mobilisées. Seulement en se mesurant au parcours de l'historiographie passée, est-il possible de mener une réflexion plus consciente sur le parti méthodologique à adopter dans la recherche actuelle. Ainsi, dans la délimitation géographique d'un sujet, certaines conceptions, comme celle d'école, entraînent un arrière-plan historiographique qu'il est utile de considérer. Si aujourd'hui la notion d'école est désormais à juste titre remise en question, elle a en revanche été largement exploitée dans l'étude de la peinture pisane entre le XVIIIe et le XXe siècle. À l'époque, construire une école pisane était un aboutissement direct de la réaction anti-vasarienne qui perdurait depuis des siècles, tout en employant la même méthode par monographie d'artistes. La création d'une école pisane médiévale exigeait en premier lieu des artistes, nés et actifs à Pise, dont la qualité esthétique devait rivaliser avec Florence et Sienne. En sculpture, les pisanes, par le caractère pionnier de leur art, incarnaient le nouveau canon de l'école pisane, précédant le renouveau florentin. Or, les circonstances étaient inégales pour le domaine de la peinture. Sans pour autant simplifier un contexte plus complexe, aux yeux des érudits italiens du XIXe siècle, Pise n'offrait presque aucun peintre au passeport pisan, ou du moins aucun comparable au Cimabue et Giotto florentin ou aux Siennois Simone Martini et aux frères Lorenzetti. En revanche, à Pise, les grands chefs d'œuvre étaient précisément les œuvres réalisées par les peintres florentins et siennois pour les églises pisanes. Des nombreux peintres provenant de la région et de la péninsule s'étaient installés dans la ville, où ils avaient simplement envoyé leurs tableaux. Il devient alors difficile de construire et de définir un canon esthétique pisan de référence. La question est posée de manière directe au tout début du XXe siècle. Pise a-t-elle eu une école picturale au XIVe siècle est le titre d'un article signé par Luigi Simoneschi, deuxième directeur du Museo Civico de Pise. La réponse est tout aussi résolue. On ne pourrait pas, de toute manière, parler à Pise d'une école, si l'on veut attribuer à ce nom la signification qu'il a et qui lui a toujours été reconnue. Mais quel est ce sens de la notion d'école ? Igino Benvenuto Supino, fondateur du même musée, en donne une définition lorsqu'il affirme son point de vue légèrement différent sur l'existence de l'école pisane. Malgré la médiocrité de la peinture pisane, je le cite, il serait donc audacieux, même si les œuvres d'art conservées sont rares, d'affirmer que Pise n'a pas eu de véritable école picturale, c'est-à-dire une série notable d'artistes qui ont conçu et représenté l'art à leur manière spécifique, qui s'est transmise de maître à élève et s'est progressivement développée d'une manière typique qui la distingue aisément des manières siennoises, florentines et autres qui fleurissaient à la même époque. Fin de citation. En parlant de manière, de maître et d'élève comme des conditions d'existence d'une école, il semble renouveler son rapport aux méthodes vasariennes.
Ensuite, d'un point de vue stylistique, cette manière est canoniquement censée avoir une identité autonome, bien identifiable, capable même d'exercer une certaine influence autour d'elle. Or, toujours pour Supine, l'école pisane devient un mélange de la manière siennoise avec la florentine et avec l'art local toujours byzantin, et trouve ainsi dans Giunta Pisano et Francesco Traini, peintres pisans actifs dans la première moitié du XIVe siècle, ces deux représentants principaux. L'identité ainsi construite selon ces critères était inévitablement placée au centre de la hiérarchie des écoles régionales et italiennes, et elle se situait donc encore une fois aux marges. En effet, deux autres notions doivent également être sollicitées, celles de centre et de périphérie. En appliquant une perspective florentinocentrique et en considérant l'irradiation des artistes et de nouveautés stylistiques du centre vers la périphérie, Pise apparaît clairement comme une périphérie de Florence. Cependant, Pise reste non seulement un centre de commande et de production, mais parfois un centre d'exportation aussi. Au XIVe siècle, par exemple, des œuvres sont envoyées de Pise vers la Sicile et la Sardaigne, et au XVe siècle, les artistes pisans se déplacent tant dans la région que dans le bassin méditerranéen. Voici donc toute la tension contradictoire qui semble caractériser l'étude de ce sujet. Un foyer au centre ou un foyer aux marges le sont finalement selon le canon que l'on applique à leur lecture. Et c'est suivant ces canons que la géographie artistique et les rapports d'interdépendance et de subordination se dessinent. Selon les mots éloquents de Castelnuovo et Ginsburg que je me permets de reciter, l'on finit ainsi par chercher dans l'art de la périphérie les éléments, les canons et les valeurs qui ont été établis en se basant précisément sur les caractères des œuvres produites au centre. Dans le cas où par la suite l'on en vient à reconnaître l'existence de canons différents, ceux-ci n'en seront pas moins examinés à leur tour sur la base du paradigme dominant, par un procédé d'où naîtront les jugements de décadence, de corruption, de chute qualitative, de grossièreté. Fin de citation. Cette citation semble pouvoir éclairer aussi le mécanisme qui s'est produit dans la fortune et l'infortune critique du foyer pictural pisan. En retard par rapport à la primauté florentine, Pise a essayé de construire son propre canon. Mais en appliquant les mêmes objectifs et les mêmes références méthodologiques que le canon florentin, le jugement de décadence va vite se reproduire. Ainsi, la tentative de rendre Pise un centre, si elle réitère le canon, la relègue davantage au statut de périphérie. Pour conclure, la connaissance de l'histoire des idées autour des canons en histoire de l'art est bien entendu fondamentale. Dans le cas qu'on vient d'analyser, c'est par rapport à eux qu'une production artistique locale a construit son identité historique et stylistique, en positif ou en négatif, en retard ou à l'avant-garde. Ainsi, le style pisan s'est défini au XIXe et XXe siècle aussi par rapport au style florentin. Si ce canon historiographique ne doit pas être ignoré ni entièrement dépassé, puisque c'est autour de lui qui s'est construite cette identité artistique, comment faire pour l'accueillir sans le réitérer ? Peut-être réinterroger les foyers artistiques en lui-même, en prenant en compte les apports des réhabilitations passées, mais en dépassant les campanilismes, pourrait permettre d'appliquer une méthodologie différente. Le point de départ serait, dans ce sens, le décloisonnement du foyer. Tout en délimitant le contour d'une certaine communauté, comme celle d'une ville ou d'un diocèse, le foyer pourrait donc être perçu comme ouvert aux contaminations et aux hybridations. L'identité artistique, si on accepte vraiment qu'il est possible d'en définir une, n'est pas imperméable au rapport avec l'extérieur. En traversant la muraille, ces contaminations ne nuisent plus l'identité picturale d'un foyer. Au contraire, elles peuvent la nourrir, puisque les échanges procèdent dans les deux sens, tant vers l'intérieur que vers l'extérieur. La monographie d'artistes pisans ou non pisans deviendrait ainsi un instrument à employer plutôt qu'un objectif à atteindre, afin de nourrir le profil d'une plus large communauté artistique ayant des contacts avec les autres foyers toscans, italiens et européens, circulant sur ces territoires et alimentant la production artistique locale. Ainsi, un foyer marginal ne serait ni la victime vaincue, ni le prochain vainqueur. Serait-il assez ambitieux pour être lui-même ? Je vous remercie.
Merci beaucoup Sylvia pour cette présentation absolument passionnante qui nous montre à quel point le canon, lorsque construit sur un centre ou par rapport à un centre artistique, peut dicter l'infortune critique d'un foyer artistique. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'architecture et on va écouter Alicia Pertoldi. Alicia, tu es architecte diplômée d'État et tu prépares actuellement une thèse à l'Université de Bordeaux-Montaigne, où tu es également chargée de cours. Ta thèse, intitulée « La diffusion de la culture architecturale à Bordeaux et dans l'agglomération de 1895 à 2020 », est menée sous la direction de Gilles Rago. Elle se veut la prolongation d'une première étude initiée en master sur le centre d'architecture Arc en Rêve à Bordeaux. Et ce mémoire a eu pour but de remettre en cause l'idée de Bordeaux comme une cité classique dont la culture architecturale se serait limitée à la perpétuation de son héritage classique. Ta communication d'aujourd'hui, intitulée « Comment se forme et se diffuse un canon architectural ? Le cas de Bordeaux où une cité classique imposée, devenue référence, se trouve dans la continuité de ces interrogations et on a très hâte de t'écouter. » Merci beaucoup Dina pour cette présentation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation de cette deuxième édition du Congrès Rotonde, ainsi que l'INHA pour me donner l'opportunité aujourd'hui de partager avec vous cette intervention durant tout simplement cette session. Donc, comme l'a bien souligné Dina, dans ma thèse, je m'intéresse à la diffusion de la culture architecturale et notamment aux acteurs et aux moyens utilisés. Donc, c'est tout naturellement qu'ici, je souhaiterais vous parler de la manière dont se construit au fil du temps une architecture de référence. Il sera donc question d'identifier les personnes qui, par leur discours, vont permettre l'acquisition de ce statut, ainsi que les événements qui ont favorisé cette émergence. Pour cela, je vais esquisser une première réponse en m'appuyant sur le cas de Bordeaux et de son classicisme et néoclassicisme architectural. Donc cet exemple a de particulier que Bordeaux est, d'après son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007, la représentation de ces deux styles architecturaux. Donc je vous cite le critère de sélection du dossier d'inscription. Je cite, « Pour Bordeaux est un ensemble urbain et architectural exceptionnel, créé à l'époque des Lumières, dont l'unité de son expression urbaine et architecturale classique et néoclassique n'a subi aucune rupture stylistique pendant plus de 2 siècles. » Cependant, lorsque nous regardons de plus près l'histoire de ce Bordeaux patrimonialisé, nous constatons qu'à l'époque de sa construction, ce dernier n'a pas été des plus admirés, bien au contraire. Les Bordelais étaient plus que réticents à ces transformations imposées par les intendants du roi, car sous Louis XV, la monarchie veut que le royaume contribue à sa glorification et que les villes rivalisent de majesté et de beauté avec la capitale. Le langage architectural de l'Antiquité gréco-romaine va ainsi être pris comme modèle par le pouvoir monarchique. La conséquence de ces grands chantiers vont énormément impacter le quotidien des Bordelais avec des expropriations et des adjudications, et la population déplore le grand nombre de démolitions qui suppriment leurs maisons, et ils ne sont pas les seuls. Les jurats et le Parlement de Bordeaux, qui sont des entités administratives et judiciaires, vont rejoindre la résistance du peuple, car eux-mêmes se sont vus imposer ces transformations qui ne viennent pas de leur demande et ne sont pas sous leur autorité. Ainsi, des maires comme Montesquieu vont monter au créneau contre ces intendants. Une guerre d'usure est lancée contre l'urbanisme monarchique. Des médiations vont se mettre en place et les conflits vont se résoudre à force de concessions. Mais cela n'est pas sans conséquence pour les constructions et leurs maîtres d'œuvre. Les architectes vont souffrir de ces conflits, dont un en particulier, Victor Louis, l'architecte du Grand Théâtre de Bordeaux. Non seulement les jurats ne se sont pas acquittés de leurs dettes à son égard, ce qui va amener l'architecte à s'endetter, mais les autorités de la ville ne vont témoigner d'aucune reconnaissance envers son œuvre accomplie. Autant vous dire que cette pugnacité des jurats et du Parlement bordelais vont amener des projets à rester à l'état de papier. Et cela va continuer durant la Révolution, où l'on va faire porter aux monuments des responsabilités humaines avant de les détruire et de les mutiler.
l'architecture devient le symbole de la monarchie, il faut donc l'accuser de tous les maux. Et Bordeaux en fera les frais comme bien d'autres villes. Par exemple, le Palais Rohan, actuel hôtel de ville. Donc si vous avez un peu suivi l'actualité, c'est le fameux qui a brûlé, qui a perdu sa porte du XVIIIe siècle. Donc déjà, lui, à la Révolution, va aussi être fustigé du lignage qui l'a fait construire, de son architecture copiée de l'antique et même de son décor. Durant le XIXe siècle, Bordeaux n'en a pas fini avec les transformations urbaines. Aux alentours de 1850, la ville n'est plus qu'un immense chantier impulsé par Haussmann et sa frénésie de rénovation. Ainsi, les vestiges médiévaux de Bordeaux finissent de disparaître au profit de grandes avenues, de cours et d'immeubles. Cette éradication du patrimoine médiéval au profit d'un alignement néoclassique va amener à la protestation d'élites intellectuelles comme Léo Drouin, conservateur, professeur et membre de la commission des monuments historiques de la Gironde, ainsi que de l'historien et professeur Camille Jullian. Rappelons quand même qu'avant eux, Victor Hugo s'était également insurgé de ces démolitions avec crainte. Je cite « Or, on ne peut se dissimuler que la manie des rues bien percées, comme on dit, et des constructions de bon goût gagne chaque jour du terrain et va effaçant du sol peu à peu la vieille cité historique. En d'autres termes, le Bordeaux-Versailles tend à dévorer le Bordeaux-Anvers. Rien de plus funeste et de plus amoindrissant que le goût des démolitions. » Vous l'aurez compris, sur plus d'un siècle, l'urbanisme et l'architecture classique et néoclassique de Bordeaux va faire l'objet de réprobation plutôt que d'approbation. En apprenant cette réalité, grâce entre autres aux travaux d'Anne-Marie Cocula, il m'est venu à l'esprit de comprendre ce qui amenait à rendre une architecture dédaignée canonisée. Pour cela, il faut rappeler, comme le souligne Gregor Landfeld, que ce qui est considéré comme acquis de nos jours est en réalité le résultat de décisions prises par certaines personnes provenant de sphères différentes et qui vont, à travers leur discours et à travers le temps, jouer un rôle dans l'acquisition de ce statut de référence. Donc c'est bien en fait un jeu d'acteurs reposant sur un ensemble de débats, de choix et d'événements qui vont conduire, dans le cas de Bordeaux, à la patrimonialisation du classicisme et du néoclassicisme de la ville. Donc, lors de mes recherches, j'ai ainsi pu découvrir que ces acteurs proviennent de la sphère étatique et intellectuelle. En d'autres termes, des maires et des enseignants universitaires vont être à l'origine de cette canonisation. Dans le cas de Bordeaux, le basculement entre architecture rejetée et architecture admirée va se produire au début des années 1900 grâce à un enseignant-chercheur, Paul Courtauld. Ce dernier est un ancien élève donc de Camille Jullian, celui-là même qui avait protesté contre les destructions du patrimoine médiéval bordelais. Donc Paul Courtauld va être le premier, avec son ouvrage de 1932, à qualifier Bordeaux par son architecture classique. Intitulé « Bordeaux, cité classique », ce livre se cantonne à livrer une histoire architecturale bordelaise du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Car pour Paul Courtauld, c'est de ces siècles que, je cite, « La ville a reçu l'empreinte qui dure encore de nos jours ». En plus de ces publications, Paul Courtauld va aussi prendre une part active dans la promotion de l'histoire de la ville, donc par le biais de collaborations dans les guides de voyage, la fondation d'une société savante nommée Fédération historique du Sud-Ouest, ainsi que par son enseignement au sein de l'Université de Bordeaux, avec la dispense de cours d'histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest, qui d'ailleurs, ces derniers seront diffusés au grand public par TFC, donc c'est-à-dire par radio, en 1926. Ainsi, dans cette action de valorisation de l'architecture bordelaise du XIXe siècle, Paul Courtauld va mettre en garde sur l'architecture et l'urbanisme contemporain et sur les changements irrévocables que ces derniers peuvent engendrer sur le patrimoine de la ville. Je cite « Il faut du moins souhaiter que, sous prétexte de progrès, on n'altère pas la physionomie historique d'une ville qui, comme Versailles ou Nancy, doit son caractère propre à l'art français du XVIIIe siècle. Que ceux qui parlent d'urbanisme se souviennent que, si le mot est neuf, la chose est ancienne, qu'à Bordeaux, de grands administrateurs aidés de grands artistes en ont donné le plus parfait modèle et que ce modèle a droit au respect. Les mots sont jetés. Dans cette période où le régionalisme culturel vient en réaction à l'émergence d'une histoire nationale,
Il faut, comme le rappelle Paul Courteau, je cite, « glorifier la patrie bordelaise ». Et c'est en ce sens que la ville devient, sous la plume de ce dernier, le parfait modèle de l'urbanisme français du XVIIIe siècle. En appui de ces propos, d'autres publications d'enseignants et d'architectes vont également conforter la vision d'une cité classique, faisant fi des productions du XIXe siècle qui sont mises de côté, mais sauvegardées par ignorance, car tout simplement confondues avec les modèles du XVIIIe siècle. Rappelons cependant que cet engouement pour l'architecture du siècle des Lumières n'est pas juste un phénomène local. Il constitue une constante nationale qui va atteindre son apogée à la veille de la Première Guerre mondiale. Et dans les années 1930, c'est bien l'architecture néoclassique qui domine toujours en France et en Europe. Par la suite, dans le contexte nationaliste d'après-guerre, le retour aux valeurs sûres est de mise. Donc le style Louis XV et Louis XVI permettent de se rattacher, comme le souligne Charlie Goulet, à une grandeur passée à laquelle une mémoire trompeuse ajoute la douceur de vivre. Cette permanence va se retrouver également dans l'enseignement à l'école des beaux-arts et dans les écoles régionales. Dans cette lignée, la population, au nom du respect de l'identité locale et du patrimoine, va contester les reconstructions d'après-guerre qui remettent en question les tracés historiques. Ainsi, en ce début du XXe siècle, la France reste encore largement marquée par l'architecture classique et néoclassique. C'est bien dans ce contexte que les nouvelles constructions bordelaises d'après-guerre seront harmonisées par respect à cette architecture épargnée par les destructions. Oui, car à Bordeaux, les destructions de la guerre sont importantes, mais vraiment localisées hors du centre historique. Donc cette situation favorise la permanence de cette pensée classique. D'ailleurs, cette pensée va atteindre son apogée dans les années 1970 avec la fondation à l'Université de Bordeaux par François-Georges Parizet d'un centre de recherche affilié au département d'histoire de l'art nouvellement créé. Nommé Centre de recherche du classicisme et du néoclassicisme, ce centre trouve sa légitimité dans le fait que, je cite, « Bordeaux résume divers aspects du classicisme et du néoclassicisme qui se prolongent jusque vers 1850. Mais la justification ne s'arrête pas là. Les cours octroyés à l'université, les visites dirigées, les conférences données et les expositions organisées vont également être orientées vers le classicisme et le néoclassicisme. De par l'ensemble de ces actions, ce centre va permettre de révéler au grand public et aux politiques l'importance de conserver cet urbanisme local. Donc, en plus d'essayer d'ériger ces deux styles architecturaux en référence, certaines études historiques vont également tenter de faire de ces modèles une particularité locale. La notion d'école d'architecture bordelaise sera même esquissée, mais rapidement oubliée, car il y a là bien une difficulté. Comment regrouper dans une école des architectes formés à Paris et à Rome, n'ayant pour seul lien avec Bordeaux que les constructions qu'ils ont réalisées ? Une exposition va révéler cette ambiguïté. Intitulée « Les architectes bordelais et le néoclassicisme 1770-1850 », cette dernière présente non pas, comme son titre l'indique, des architectes bordelais ayant construit à Bordeaux, mais bel et bien un ensemble d'architectes dits néoclassiques qui ont réalisé des édifices dans la ville. Faire d'un style architectural implanté en province une particularité locale se révèle donc une tâche difficile et ambiguë. Cette ambiguïté, le XXIe siècle va en hériter. De nos jours, certains historiens de l'art, critiques ou encore commentateurs architectes continuent d'accréditer à ces architectures l'idée d'un cas bordelais, voire d'une exception bordelaise. Robert Coustet, professeur d'histoire de l'art à l'Université de Bordeaux, s'inscrit dans ce dialogue. Pour lui, je cite, « Les Bordelais semblent croire qu'il faut à tout prix faire moderne comme partout ailleurs. Or, l'architecture bordelaise ne sera exemplaire et originale que dans la mesure où elle préservera et prolongera son identité historique et prendra en compte l'esprit classique et son héritage. » Quelle originalité! Mais ce discours ne va pas laisser indifférent d'autres enseignants qui estiment que Bordeaux ne doit pas être réduit à son patrimoine du XVIIIe siècle.
Un de ces acteurs qui se bat contre cette abréviation n'est autre que l'élève de Paul Courtauld, donc Charles Higounet. Ce dernier va ainsi souligner le danger de définir une ville par l'architecture ou l'urbanisme d'un siècle. Je cite, « Le changement bordelais du XVIIIe siècle est un ensemble unique de constructions de belles pierres, réalisées avec un sens de l'harmonie qui ne peut laisser personne insensible et qui a amené Paul Courtauld à employer l'expression de « Bordeaux cité classique ». Cette expression est cependant discutable dans la mesure où elle peut faire oublier à quel point l'architecture bordelaise est marquée par son siècle. Cette pensée sera soutenue par d'autres enseignants comme Gilles Rago, qui réaffirme que Bordeaux représente davantage un groupement d'architecture éclectique construit depuis le XVIIIe siècle plutôt qu'un ensemble homogène classique privé de toute forme de modernité. Pour ce dernier, Bordeaux est loin d'être une exception, bien au contraire. Elle est exemplaire des débats qui accompagnent la montée d'une avant-garde. Ainsi, c'est bien un ensemble de figures intellectuelles qui vont, par leur discours et leur action, conduire à un débat autour du statut accordé au classicisme et néoclassicisme de Bordeaux. Cependant, rappelons, comme le souligne Jean-Louis Cohen, que le processus de patrimonialisation qui confirme l'appartenance à ce statut de référence est aussi le fait de politiques influencées par des revendications. Ces débats, lancés par la sphère intellectuelle, ainsi que les discours identitaires qui en résultent, vont donc être des outils d'aide à la décision pour les maires. Pour vous dire un peu l'efficacité de ces outils, des motions seront votées lors d'expositions organisées par ces mêmes enseignants et ces centres de recherche, afin d'inscrire certains édifices classiques et néoclassiques bordelais dans le plan d'occupation de la commune. L'ensemble de ces actions vont ainsi permettre d'influencer les politiques qui vont mettre en place des plans de sauvegarde, à l'instar de Jacques Chaban-Delmas, qui, pour protéger la ville historique, va décider avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur adopté en 1988. Ce dernier a pour but, comme son nom l'indique, de mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain de Bordeaux à travers le classement d'immeubles à protéger, à démolir ou à conserver. Avec ce plan de sauvegarde, c'est un secteur de presque 150 hectares qui sera préservé, en plus des 347 bâtiments classés que la ville possède. Oui, car Bordeaux est la ville de France, après Paris, à posséder le plus d'édifices protégés. Pour vous montrer également l'implication des maires dans ces débats, Jacques Chaban-Delmas va aussi faire l'ouverture d'expositions et écrire la préface de certains catalogues. Cela montre de la part du maire sa considération envers ce patrimoine classique et néoclassique, même si sa politique est clairement tournée vers la modernisation de la ville. Donc, en voici pour preuve la dernière phrase de l'avant-propos écrite dans le catalogue de l'exposition que je vous ai parlé tout à l'heure, donc les architectes bordelais et le néoclassicisme. Je cite, « Je suis heureux qu'au moment où le visage de Bordeaux se remodèle, des architectes d'autrefois en soient les témoins eux aussi. » Même si, effectivement, en cette fin du XXe siècle et début du XXIe siècle, Bordeaux se modernise, son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007 montre, lui, une toute autre facette. Mené par le maire Alain Juppé, le dossier d'inscription renforce l'image d'un Bordeaux classique et non d'un Bordeaux en cours de modernisation. L'argumentaire est vraiment tourné vers l'homogénéité de la ville qui amène, comme le souligne Gilles Rago, je cite, « à gommer tous les débats pourtant riches d'expérience et d'enseignement ». Ainsi, les discours des enseignants et des politiques vont entraîner la ville à se tourner vers son patrimoine classique au détriment de bien d'autres architectures reflets de leur temps. Mais la patrimonialisation à l'UNESCO de cet héritage du siècle des Lumières va finir d'affirmer Bordeaux dans les représentations collectives, comme Paul Courtauld l'avait défini plus de 50 ans auparavant, de cité classique. J'aimerais finir cette intervention en vous disant qu'on ne peut évidemment pas nier que Bordeaux est marqué dans son espace urbain et architectural par le XVIIIe et XIXe siècle. Mais faut-il cependant nier le patrimoine contemporain d'une ville pour mieux accréditer l'importance de son patrimoine classique que personne ne conteste et ne peut contester ?
Merci de votre attention. Merci beaucoup Alicia pour cette présentation très intéressante qui, comme celle de Sylvia, parle de nos difficultés en tant que chercheuses et chercheurs à caractériser ou à définir un art local dont les caractéristiques stylistiques seraient venues d'un centre de pouvoir. Nous passons maintenant à notre troisième et dernière intervenante, Victoria Arceva. Victoria, tu es doctorante en histoire de l'art à l'École pratique des hautes études. Ta thèse est menée sous la double direction d'Isabelle Saint-Martin à l'EPHE et d'Elena Nesterova à l'Académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Tu es également chargée d'enseignement d'histoire de l'art du XIXe siècle à l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne. Et fraîchement rentrée d'un séjour à l'École française de Rome, nous sommes très heureuses de t'accueillir aujourd'hui sur ce plateau pour nous présenter la communication Raphaël dans l'art russe, de l'imitation à la mise en question de la référence canonique. On t'écoute. Je remercie Dina pour cette présentation. Je voudrais également remercier les organisateurs et l'INACHA pour ce congrès et pour cette occasion de nous faire réfléchir sur le terme du canon. En Russie, l'admiration pour Raphaël est liée à la fondation de l'Académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg en 1757. Après l'établissement des relations officielles entre l'Académie et les artistes européens, les modèles du corpus artistique de Raphaël pénètrent dans la collection impériale de l'Ermitage. Au XIXe siècle, les œuvres de Raphaël sont intégrées dans l'enseignement académique russe, où la réalisation d'une copie d'après le maître est une preuve de la maturité artistique. Il s'agissait également des œuvres des pensionnaires russes envoyés de Rome ou de Paris à la Société impériale d'encouragement des beaux-arts, le mécène principal des séjours académiques à l'étranger. Le canon de Raphaël, mise sur un piédestal d'abord par les académies européennes, évoque dans l'art russe une régularisation et une organisation de la peinture académique qui commence à se former à la fin du XVIIIe siècle. Cette communication vise à montrer dans les perspectives artistiques, religieuses, éducatives et sociales la réévaluation de Raphaël en tant que canon artistique dans l'art russe à travers les œuvres suivantes: la Madone à la chaise, l'éloge de Raphaël et d'autres créations romaines, et la Madone Sixtine. La place de la Madone à la chaise de Raphaël dans les peintures académiques et sacrales russes sera la première question abordée. En Russie, l'apparition de cette copie est étroitement liée au premier voyage des artistes russes, bien avant la fondation de l'Académie des beaux-arts. Après avoir effectué le grand voyage en Occident, Pierre le Grand décide d'envoyer en Europe 20 jeunes hommes issus des familles nobles pour l'apprentissage dans différents domaines, y compris dans l'art. Ainsi, en 1716, les premiers pensionnaires russes arrivent en Italie et les 4 sont envoyés à Florence. Il s'agit plus précisément des frères Nikitine, Ivan et Roman, de Mikhail Zakharov et de Fédor Tcherkassov. Les 4 sont présentés au grand-duc de Toscane, Cosme III de Médicis, par le diplomate russe Petr Beklemichev. Les artistes ont probablement demandé la permission du grand-duc de réaliser des copies d'après les œuvres conservées dans sa collection privée et d'après celles de la Galerie des Offices. Une copie d'après la Madone à la chaise conservée dans la collection ducale apparaît pour la première fois dans l'église de la Sainte Trinité sur Gryazi à Moscou. L'histoire de son apparition est publiée pour la première fois en 1909 par l'essayiste religieux russe Yevgeny Possilanine. Dans ce livre, Possilanine écrit qu'au début du XVIIIe siècle, un peintre russe venu d'Italie a apporté une copie d'après une œuvre représentant la Sainte Famille. Il l'a laissée à Moscou chez un membre de sa famille, qui était le prêtre de cette église, l'église de la Sainte Trinité sur Gryazi. Et stupéfié par la beauté de cette copie, le prêtre décide de l'accrocher sur le parvis de l'église. Il est à noter que l'histoire publiée par Yevgeny Possilanine, elle correspond aux faits biographiques des frères Nikitine, descendants de la famille des prêtres moscovites. Il est probable qu'un de ses frères est l'auteur de cette copie.
40 ans après l'exposition sur le parvis de cette église, la copie se manifeste comme une icône miraculeuse. Dès lors, la Madone à la chaise de Raphaël est nommée l'icône de la Mère de Dieu des Trois Joies, vénérée jusqu'à présent dans la religion orthodoxe russe. À la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, l'icône a été copiée par plusieurs iconographes locaux et diffusée dans d'autres régions de la Russie. Néanmoins, la copie d'après l'icône de la Mère de Dieu des Trois Joies n'est plus soumise au canon académique artistique, mais plutôt au canon religieux, voire ecclésiastique, de l'icône orthodoxe. Cette période est appelée également l'âge d'or de l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, a donné à de nombreux étudiants l'occasion de se rendre en Italie et d'étudier les originaux de Raphaël. Les instructions de la Société impériale d'encouragement des beaux-arts, destinées aux pensionnaires voyageurs, comportaient les recommandations suivantes. Ayant pour le but de patronner et d'encourager les artistes de talent, la Société d'encouragement a décidé de vous envoyer à Rome pour 4 ans pour le perfectionnement dans la peinture d'histoire. En voyageant de Berlin à Dresde, vous trouvez ici une rare collection de peintures classiques. Vous verrez Raphaël, Corrège, Carache dans toute leur force, si on peut dire. Pour tout cela, vous pouvez passer 2 semaines. À Florence, les œuvres de Raphaël Sanzio et Ali vous occuperont bien sûr avec un bénéfice particulier. Suivant ses instructions à Florence, le fondateur de la nouvelle peinture religieuse russe et l'admirateur de Raphaël, Alexandre Ivanov, n'a pas admis le caractère exclusif de la Madone à la chaise. Il dit « Après Dresde, la collection de la Galerie Pitti peut être considérée comme la meilleure que nous ayons vue, bien que la Madonna della Sedia soit moins parfaite que la Madonna di Sisto. La Sainte Famille de Raphaël ne fait pas partie de ses œuvres les plus importantes, mais nous voyons ici les nouveaux piliers du vrai goût. » À Rome, Alexandre Ivanov entretient de véritables liens de sympathie avec le chef de file des Nazaréens allemands, Johann Friedrich Overbeck, pour qui d'ailleurs les peintures de Raphaël avant la Transfiguration sont les compositions canoniques pour la peinture religieuse. Les copies d'après la Madone à la chaise sont envoyées à Saint-Pétersbourg pour servir des exemples aux étudiants de l'Académie. Une de ces copies est encore exposée au musée académique. Il faut noter que jusqu'aux années 1850, ce musée est presque le seul moyen pour les étudiants d'avoir accès aux œuvres des maîtres anciens. Ainsi, le grand artiste russe d'origine française, Nicolas Gay, il témoigne. L'Ermitage exigeait un habit de cérémonie qui faisait souvent défaut et une permission difficile à obtenir, tandis que le droit de visiter le musée académique s'obtenait en soudoyant le gardien, et il fallait regarder Raphaël avec crainte et prudence de ne pas être mis à la porte. La canonicité des icônes d'après l'œuvre de Raphaël est contestée par le clergé russe après la guerre contre Napoléon en 1812. Ainsi, l'archimadrite Foti s'est opposé à la peinture catholique de l'Europe occidentale, notant avec désapprobation que, je cite, « les icônes ont déjà commencé à être remplacées par les peintures et les images, non seulement fabriquées en Russie, mais aussi importées par des étrangers, pour le refroidissement de la foi et de la piété. » Malgré cette critique violente, il convient de noter que parmi les icônes préférées de l'archimadrite Foti, on retrouve une petite copie d'après la Madone à la chaise. Par ailleurs, un contemporain de l'archimadrite a qualifié cette icône comme une copie de qualité médiocre. La même icône gardait Léon Tolstoï dans son domaine Yasna Polyana. Il s'agit d'un cadeau de sa tante Tatiana Yergolskaya pour son départ à la guerre de Crimée. Dans un deuxième temps, les créations romaines de Raphaël sont les références canoniques, plus pour les académiciens que pour les iconographes. Sous le règne de l'impératrice Catherine II, le goût raphaëlesque s'implante définitivement dans la Russe, d'après l'exemple de l'enseignement académique en Europe. Le 1er septembre 1778, l'impératrice écrit à son secrétaire « je mourrai pour sûr. Il fait un très grand vent de la mer, le pire de tout pour l'imagination. Et cet après-midi, les plafonds des loges me sont tombés entre les mains. Il n'y a absolument que l'espérance qui me soutient. Je vous prie de me sauver. Écrivez tout de suite à Reifenstein, je vous en prie, de faire copier ces voûtes en grandeur naturelle, de même que les murs, et je fais vœu à Saint Raphaël de faire construire ces loges, coûte que coûte,
et y placer les copies, car il faut absolument que je les voie comme elles sont. La demande est accomplie, et les copies d'après l'éloge de Raphaël ornent désormais une des galeries du musée de l'Ermitage. Et ainsi, ils servent des références canoniques pour les étudiants de l'Académie. Au début du XIXe siècle, aux loges s'ajoutent les chambres de Raphaël. Si les copies d'après l'éloge sont réalisées par les artistes de l'atelier romain du peintre autrichien Cristoforo Unterberger, au XIXe siècle, les copies d'après les œuvres monumentales de Raphaël sont en privilège réservé aux pensionnaires confirmés. Le peintre russe d'origine française, Karl Brulov, devient une véritable célébrité sur la scène artistique romaine et péterbourgeoise. Il reçoit la commande de l'ambassade russe à Rome, qui est en rapport direct avec l'Académie, de réaliser la copie d'après l'école d'Athènes. Cette copie reçoit l'éloge des critiques et quelques années après, Brulov triomphe sur la scène internationale avec Le Dernier jour de Pompéi, dont le succès il lie au copiage minutieux de la fresque de Raphaël. Le deuxième maître qui a eu l'honneur d'accomplir la même tâche était l'admirateur de la peinture nazaréenne, Féodor Bruni, issu de la famille italo-suisse. La troisième figure importante qui réalise également des copies d'après les chambres de Raphaël est Alexei Markov. Tous les trois sont à l'origine des décors de deux cathédrales, la cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg et la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou. À l'époque de la réalisation de ces copies, Alexandre Ivanov n'avait pas encore telle notoriété, mais il a toujours cette envie et cet intérêt de réaliser des copies d'après Raphaël. Il passe des journées et des mois au Vatican pour faire des croquis d'après les loges et les chambres. Le 4 août 1832, il reçoit la lettre de son père André Ivanov, professeur de l'Académie des Beaux-Arts, où le dernier note l'importance de la copie d'après Raphaël. Je ne sais pas si tu as vu la copie de M. Abertzettel de la Transfiguration de Raphaël à Rome, mais je peux te dire que cette copie lui fait beaucoup d'honneur. Tout ce qui est envoyé à Saint-Pétersbourg depuis l'étranger arrive à l'Académie sur ordre de l'empereur. Les salles académiques sont considérablement ornées de ses œuvres, parmi lesquelles la Madonna di Foligno, la prétendue copie de M. Markov, figure parmi les bonnes copies. En particulier la représentation de Jean-Baptiste me frappe. Je crois le voir exactement comment il était dans le désert, retiré de la société des hommes, sauvage mais noble, ayant du caractère. Honneur et gloire à Raphaël. En cas de doute sur la composition, André Ivanov prodigue un conseil à son fils Alexandre de se tourner vers les œuvres de Raphaël, où il trouvera toujours un indice. Parmi les œuvres canoniques de Raphaël exposées à l'Académie et à l'Ermitage, un sujet le plus récurrent dans la copie, c'est la transfiguration. Chaque artiste visait de copier cette œuvre, et la composition de ce tableau attend certaines églises, comme la cathédrale Saint-Vladimir à Saint-Pétersbourg. Malheureusement, je n'ai pas de photo. La troisième œuvre canonique pour l'art russe au XIXe siècle, c'est la Madone Sixtine. Ce sont d'abord les grands poètes russes qui louent sa beauté et sa perfection. En 1821, Vassili Joukovski écrit dans sa lettre de Dresde: « L'heure que j'ai passée devant cette Madone appartient aux heures heureuses de la vie, si le plaisir en soi doit être considéré comme un bonheur. Le génie de la beauté pure était avec elle. » Si nous parlons des copies russes d'après la Madone Sixtine, il faut absolument évoquer la copie qui avait des critiques fabuleuses, on va dire, d'Alexei Markov. Les souvenirs de l'artiste sur la réalisation de cette copie ont été publiés par son collègue académicien Nikolai Ramazanov. Je cite: « Lorsque l'artiste a mis du papier transparent sur le visage de la Madone afin de le copier, malgré toute son expérience, il n'a pas trouvé des contours. On croirait involontairement que cette image est une répétition d'une vision divine. Oui, le papier, transparent comme le verre, le plus clair, n'a pas permis à la main expérimentée du dessinateur de tracer les contours du visage de la Madone. Cela a stupéfié l'artiste et a suffisamment mis en évidence la difficulté de réaliser une copie fidèle d'après une œuvre extraordinaire. » Malgré ces obstacles, Alexei Markov achève cette copie et le conseil de l'Académie fait l'éloge du travail réalisé et du soin apporté à l'œuvre. Et j'arrive à Alexandre Ivanov, qui rêvait de réaliser une copie d'après la Madone Sixtine.
Cependant, après avoir commencé le croquis des têtes de la Madone et de l'Enfant Jésus, il abandonne son projet en répondant à son père que son esquisse n'est qu'un monument de faiblesse face à cette grande création. Ainsi, l'esquisse et la copie restent inachevées. Si dans les domaines artistiques et littéraires, ce chef-d'œuvre est placé sur le piédestal de la beauté canonique dont la copie ne peut être réalisée que par un vrai maître, dans le domaine privé, l'apparition des copies exécutées par les artistes moins connus est possible. Varvara Golovina, demoiselle d'honneur de l'impératrice Élisabeth, épouse d'Alexandre Ier, donne l'image du cabinet bibliothèque impérial du Palais d'Hiver. Une grande copie de la Madone Sixtine, d'un anonyme, attire notre regard. L'impératrice est assise dans son fauteuil devant la Madone. Depuis le milieu du XIXe siècle, les reproductions des tableaux de Raphaël deviennent une caractéristique indispensable du décor des maisons privées. Une copie lithographique de la Madone Sixtine se trouve également dans le cabinet de Léon Tolstoï à Yasnaya Polyana. Léon Tolstoï est venu pour la première fois à Dresde le 5 août 1857 et selon ses propres termes, il reste indifférent à tout sauf à la Madone. Or, les dernières années de sa vie, Léon Tolstoï change complètement son opinion et débat du sujet de l'œuvre avec le théologien et le philosophe russo-français Serge Bulgakov, qui à son tour devient le prêtre orthodoxe après avoir vu la Madone à Dresde. Bulgakov témoigne de cette rencontre. « J'ai eu l'indiscrétion d'exprimer dans la conversation mes sentiments à l'égard de la Sixtine, et cette seule mention a suffi à provoquer une crise de colère étouffante et blasphématoire. Ses yeux s'illuminèrent d'un feu mauvais, il se mit à le temps à blasphémer. » Un autre écrivain éminent russe, que vous connaissez très bien, Féodor Dostoïevski, ne partageait pas la même vision de Léon Tolstoï. Selon les souvenirs de son épouse, l'écrivain faisait partie des admirateurs de la Madone Sixtine et pouvait la contempler pendant des heures, ému et touché. La Madone Sixtine est également citée dans son œuvre Les démons, où le chef-d'œuvre incarne l'image de la beauté et l'idéal spirituel des protagonistes de l'ancienne génération. Dostoïevski saisit avec sensibilité la période où l'image romantique commence à être ridiculisée et méprisée avec une sorte de cynisme par la nouvelle génération. Pour illustrer mes propos, alors je vous donne la citation de Barbara Stavrogina, une des protagonistes de ce roman. « Personne aujourd'hui ne perd son temps à s'extasier devant la Madone. Personne ne l'admire, sauf des vieux encroutés. C'est prouvé. » Une lithographie a été offerte à Dostoïevski à l'occasion de son anniversaire et restée dans son bureau, dans son cabinet, jusqu'à la mort. Si nous parlons du contexte et de l'aspect religieux de la Madone Sixtine, elle devient un sujet de débat lié à la redécouverte de l'icône médiévale russe dans les années 1830-1840. En 1845, l'archimandrite Anatolie publie son recueil à propos de l'iconographie où il donne une critique forte de cette œuvre. Je cite. « Si ceux qui choisissent le genre historique pour la peinture ecclésiastique étaient imprégnés de l'esprit de la véritable orthodoxie, ils verraient dans les modèles glorifiés, fameusement exaltés des écoles italiennes, des faiblesses et des erreurs si inexcusables que ces œuvres ne seraient que le fruit de l'enthousiasme pathétique et de l'imagination morbide des peintres italiens, ne correspond absolument pas au but pour l'atteinte duquel la Sainte Église a fait appel à son domaine. En tête de ceux-ci se trouvent généralement les célèbres peintures de Raphaël Sanzio, représentant la transfiguration du Seigneur, et la Vierge Marie, ou comme l'appellent communément les artistes, la Madone, conservée à la Pinacothèque de Dresde. Le tableau connu sous le nom de la Madone de Dresde est une pure fantaisie. La Vierge portait le Sauveur dans ses bras sur terre et non au ciel. L'enfant est représenté nu uniquement parce que Raphaël a voulu déployer son art en représentant le corps nu de l'enfant. Des anges ou des cupidons païens sont-ils représentés en bas de ce tableau ? Dans cette optique, il est clair que le commentaire de M. Joukovski sur ce tableau est plus digne d'intérêt dans son enthousiasme et sa chaleur que le tableau lui-même. Le nombre de telles incohérences dans la peinture italienne du genre historique reste incontable. La question du retour aux origines de l'icône russe et de sa distinction de la peinture occidentale prend l'importance dans les discours archéologiques jusqu'au début du XXe siècle. Les modèles raphaëlesques sont les plus en plus contestés par les productions, comme les productions qui ne correspondent plus au canon de l'icône orthodoxe. En 1866, l'historien et l'archéologue russe Fedor Bousslaïev écrit dans le recueil de la Société de l'art russe ancien auprès du musée de Moscou.
Notre peinture d'icônes ancienne a un avantage indiscutable face à l'art occidental. C'est déjà parce que le destin l'a épargné en cette période critique de bouleversement artistique, connue sous le nom de la Renaissance, et a ainsi opposé la pureté originelle des principes iconographiques à cette dépravation des mœurs, à ce matérialisme obtus et à cette idéalisation vide de sens qui domine dans l'art occidental du milieu du XVIe siècle jusqu'au début de ce siècle. Il s'agit de son droit indéniable à l'intérêt même des nations où Raphaël, Rubens et Poussin ont prospéré. Emprunté des académies européennes et formé par le goût impérial, le canon de Raphaël voit des changements radicaux en Russie tout au long du XIXe siècle. Dans l'art, les madones, les chambres et les loges de Raphaël sont vus comme des modèles absolus pour la peinture officielle. La copie d'après une œuvre canon est un rare privilège pour les artistes ayant un statut important dans le milieu académique. Les tentatives d'atteindre cette perfection raphaëlesque sont encore visibles dans les cathédrales majeures que j'ai citées précédemment. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, une nouvelle génération d'artistes remet en question la canonicité des œuvres de Raphaël, légitimées par l'Académie. Le représentant éminent de cette génération, Ivan Kramskoï, écrit à propos de ses recherches de la figure du Christ pour sa toile, Le Christ dans le désert. Que dire ? Raphaël a trouvé la vérité et l'a exprimée, mais depuis lors, les mêmes vérités ont été éclairées de manière différente pour nous. Le Christ était un homme, et ce n'est parce qu'il était un vrai homme qu'il a prouvé qu'il est possible d'être un vrai fils de Dieu. Cependant, l'icône de la Mère de Dieu des Trois Joies reste un exemple unique de la transformation d'une peinture de la Renaissance en icône orthodoxe, vénérée par le clergé et les laïcs jusqu'à présent. Il s'agit également d'un exemple de passage du terme du canon de sa connotation artistique plutôt à sa connotation religieuse. En revanche, la présence des copies lithographiques dans les cabinets du milieu artistique, aristocratique et intellectuel russe montre une déférence pour le canon artistique et en même temps pour le canon religieux des peintures de Raphaël. Je vous remercie. Merci beaucoup, Victoria, merci de nous avoir illustré ces exemples et ces sources très très riches. Je suis très impressionnée. Et surtout, ça nous permet d'introduire une dimension chronologique dans nos itinéraires du canon, parce qu'on a suivi beaucoup d'évolutions dans un temps très défini. Et merci aussi d'avoir défini, un peu indiqué ces déclinaisons du canon entre la dimension artistique, la dimension religieuse, ces interactions ou cette polarité. Et maintenant, donc, on procède. On a vu un peu de points communs, on a parlé. Le couple centre-périphérie nous a permis d'aborder un peu la question de l'échelle du canon. Je pense que ça, c'est quelque chose qui ressort un peu de vos trois interventions. Donc le fait que parler d'une échelle locale ne veut pas forcément dire parler d'un enfermement sur le centre, le cas qu'on étudie. Et on a vu dans vos interventions toutes les dynamiques de construction et déconstruction liées à ça. On a beaucoup parlé d'identité. On a décliné conscience identitaire, particularité locale, caractère propre. On a vu ces termes ressortir de vos interventions, donc on pourra peut-être réfléchir sur ça. Et quelque chose que j'aime beaucoup, en fait, là, on a vu des succès et des échecs en tour. Donc on pourra peut-être parler de ces récits alternatifs, de ce que c'est de proposer un récit alternatif. Et merci en tout cas d'avoir détaillé vos propres démarches. Je pense qu'on a très bien compris de quelle façon vous construisez et de quelle façon vous déconstruisez en partie. Et donc, sans trop tarder, est-ce qu'il y a des questions d'ores et déjà dans la salle ? On fera tourner les micros. Je vois une main qui se lève.
Bonjour, merci. J'ai une petite question pour Sylvia sur la réception du texte de Ginsburg et Castelnuovo, parce qu'il y avait un côté où j'étais un peu surpris qu'il soit encore nécessaire en fait de répéter un peu leurs propositions qui sont très importantes, alors qu'elles ont été formulées il y a quand même, du coup, c'est 79, donc plus de 40 ans. Alors que c'est un texte très important, qui est connu quand même, qui est presque lui-même un peu canonique et tout. Donc je me demandais si tu avais quelques éléments sur, oui, en fait, un peu cette réception ou moins cet héritage aujourd'hui de ce texte et sur l'étrange nécessité en fait de le réitérer d'une certaine manière. Merci beaucoup pour cette question. C'est intéressant parce que, effectivement, moi aussi j'ai remarqué cette date de publication du texte, mais qui ne m'avait pas posé forcément de problème d'un point de vue de démarche, dans mon approche au texte en lui-même. Peut-être parce que j'ai l'habitude de travailler sur une érudition qui date d'encore plus loin. Mais je pense que, alors, est-il encore nécessaire? Je pense que la date n'est pas forcément un critère pour lequel exclure une telle référence de nos lectures. Et moi, je le considère toujours nécessaire parce que je pense que je passe à côté d'énormément d'autres bibliographies qui traitent du même sujet et que j'espère pouvoir approfondir par la suite. Mais le problème, à mon avis, n'a pas forcément toujours été posé de cette manière-là et de manière si, comment dire, à la fois global, parce qu'il touche en présentant de concepts qui peuvent s'appliquer à plusieurs exemples. Ça laisse beaucoup de portes ouvertes, en fait, plutôt que ce n'est pas un texte qui ferme la réflexion en lui-même. Au contraire, ça permet de l'interroger de manière toujours différente au fur et à mesure. Et à mon avis, ça reste d'une réception tout à fait actuelle. Et ce que j'ai pu voir dans mes recherches sur un foyer local italien, toscan, c'est qu'effectivement, la distinction entre centre et périphérie et la réflexion sur ces questions de rayonnement, de hiérarchie, reste d'actualité. Et définir ces questions reste fondamental avant d'aborder ces études-là, même quand on étudie un centre peut-être et pas forcément une périphérie. Donc je pense que ça permet de reposer des questions toujours d'actualité en ce qui me concerne, du moins pour ce qui concerne l'histoire de l'art italien entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais j'ai un avis sans doute un peu biaisé, mais ça... Merci beaucoup pour rebondir là-dessus. L'étude de l'art médiéval ou de la proto-renaissance, de la pré-renaissance italienne, en fait, tu as besoin de faire appel à ces textes-là parce que la recherche actuelle ou la production actuelle sur cette période est toujours très empreinte de cette idée d'école, d'une école siennoise, d'une école florentine. Et je voulais te poser la question, de ton étude, tu vas forcément ressortir... j'imagine des caractéristiques stylistiques, formelles. Et comment tu vas faire pour ne pas retomber dans l'école, justement comment tu vas pouvoir éviter cet écueil-là? Merci pour cette question, toujours d'actualité, parce qu'effectivement, le piège est là et j'ai peur de m'exprimer. Et j'ai surtout peur de tomber vraiment dans ces mêmes erreurs. Mais ce ne sont pas forcément des erreurs, ce sont des pistes à prendre en considération. Je suis à une étape de ma recherche dans laquelle je repère des caractéristiques sans pour autant arriver vraiment à les définir de manière nette. Et je vois que finalement, à chaque fois, c'est quelque chose qui se nuance. Moi, en me concentrant sur les rétables, je repère des caractéristiques structurelles, des polyptyques. Mais pour l'instant, je ne me sens vraiment pas à l'aise à l'idée de redéfinir un canon pisan. Et
j'en reste un peu loin. Et j'essaye, pour l'instant, de continuer l'analyse, de continuer l'étude et de accumuler le plus d'informations possible de manière, je ne dis pas neutre, parce que c'est impossible de rester neutre dans la recherche souvent, mais au moins avec du recul et avec la conscience de ce que tous les autres ont dit avant moi et comment me placer par rapport à eux, mais comment aussi essayer de, pas recommencer, mais continuer le travail de manière avec un peu de recul. Voilà, et j'espère avoir répondu. Moi, j'ai une question pour Victoria par rapport à la réception du modèle de Raphaël. Je voulais savoir s'il y avait eu si ça avait été qu'un seul transfert finalement du modèle de Raphaël vers la Russie, ou est-ce qu'après ce modèle est revenu en Europe? Est-ce qu'on a copié finalement, ou est-ce qu'on a redécouvert cette réception qu'il y avait eu en Russie par des artistes parisiens ou romains, avaient observé finalement l'héritage qu'il y avait pu, ou l'appropriation? Ça avait fait une sorte d'échange comme ça, d'un modèle approprié en Russie qui après aurait pu repartir en Europe. Si finalement une sorte de périphérie était devenue un centre, et ce centre avait de nouveau eu une périphérie en Europe. Enfin, Alors merci pour cette question très intéressante. En ce qui concerne ce transfert culturel, et là peut-être on va revenir en termes de Michel Espagne, quand c'est la périphérie, c'est d'abord du centre de diffusion d'un canon, et puis le canon qui voyage jusqu'à périphérie, et puis c'est la périphérie qui redonne en quelque sorte le canon déjà repensé et en quelque sorte transformé. Je peux dire que c'est surtout au XXe siècle, et c'est surtout dans le domaine littéraire qu'on se pose les questions en France et en Italie sur la réception de la Madone Sixtine en Russie, notamment les poètes du début du XIXe siècle, les poètes russes, leur réception. Et ensuite, les grands écrivains comme Léon Tolstoï, Fédor Dostoïevski, Ivan Tourgueniev, que je n'ai pas cité, et Nikolai Gogol. Mais pour l'Europe, c'est vraiment, il faut attendre le XXe siècle et même la période après la Révolution russe de 1917, avec la migration blanche qui arrive et qui effectivement diffuse en quelque sorte ce canon déjà transformé. Mais si nous parlons de l'icône de la Mère de Dieu de Trois-Joies, elle n'a pas été citée dans les traités européens du XXe siècle. Cette icône a été redécouverte en quelque sorte comme une copie d'après Raphaël à la fin du siècle précédent. J'avais une question pour Sylvia encore. Alors, je vais encore tomber sur une question sur le style, la définition de ton style pisan. Alors, excuse-moi d'insister là-dessus, mais ces questions m'intéressent aussi. Alors, pour définir ton style, comment est-ce que tu procèdes? Je suppose que tu procèdes par comparaison, parce que tu as dit que tu faisais des monographies d'artistes, si j'ai bien compris. Et est-ce que tu procèdes par comparaison, donc tu compares tes œuvres entre elles, et est-ce que tu les compares à des œuvres florentines, mais aussi est-ce que tu les compares à d'autres centres artistiques pour éviter justement de retomber dans cette notion-là, et quelles sont finalement les œuvres, avec quelles autres œuvres tu compares le foyer pisan, à part celui de Florence? Et dernière question aussi, qui m'intéressait, tu as parlé aussi du fait qu'il y avait des importations et des exportations d'œuvres. Et quelles sont tes sources par rapport à ça? Est-ce que ce sont des sources écrites? Quelles sont les sources que... Merci beaucoup, je suis ravie d'en parler. Et par rapport à la question sur le style, disons que le foyer pisan m'aide beaucoup dans ça, parce qu'effectivement, c'est un creuset où
beaucoup d'artistes provenant du reste d'Italie vont porter leur contribution et répondre donc à ces commandes pisanes. Et d'ailleurs, c'est intéressant à regarder d'un point de vue de centre-périphérie, parce que souvent, et notamment dans le texte de Castelnuovo et Ginsburg, cette idée de grands artistes, notamment d'artistes florentins, qui exportent des œuvres dans des foyers de périphérie secondaire, est vue comme une sorte d'activité de fin de carrière qui implique aussi une qualité inférieure, et ce qui n'est pas forcément le cas. C'est une lecture de ce canon entre centre et périphérie, parenthèse. Et dans mon cas, donc, la circulation de ces artistes florentins, siennois et donc là, ça devient de plus en plus compliqué de trouver une identité de provenance de ces artistes, puisqu'ils font leur carrière en Toscane, même à Voltaire, à Lucques et à Pise aussi, m'aide beaucoup, parce que ça me permet de déconstruire un peu cette idée du style en lui-même, puisque finalement, les œuvres laissées à Pise sont laissées à Pise par des artistes qui ont passé plusieurs années ailleurs et qui se sont arrêtés, ou qui ont même tout simplement envoyé leurs œuvres. Donc ça ne contribue pas forcément à ma définition d'un style pisan, mais plutôt ce qui est central, bien évidemment, mais il faut aussi la questionner, au moins dans le cadre de ma recherche, puisque les artistes ne sont ni pisans, et ça se trouve, ils n'ont jamais vu Pise, on ne peut pas savoir. Et donc, effectivement, c'est plutôt une idée d'un patrimoine, d'une production artistique qui a comme point commun, dans mon cas, l'appartenance à ces églises. Et donc, c'est plutôt une perspective sociale. Elle est issue d'une commande locale, d'une commande de certaines familles et de certains réseaux de clercs et ecclésiastiques. Et donc, c'est plutôt de ce point de vue-là que je resserre un peu, sans pourtant arriver jusqu'à trouver des véritables caractéristiques d'un style, puisque finalement, ça a été fait, ils ont essayé de le faire, et ça pose problème, comme je le disais, c'est un mélange, et finalement, les artistes pisans, ceux qui ne sont pas anonymes, ont travaillé dans les ateliers d'autres artistes florentins et siennois qui ont installé leurs ateliers à Pise pendant un moment, ont voyagé par la suite. Donc je ne sais pas, c'est un cas un peu particulier, mais je pense que c'est aussi l'atout de ce foyer finalement si difficile à définir malgré les tentatives. Et par rapport donc à cette question d'exportation, dans mon cas, la source principale, heureusement, l'œuvre même, parce que c'est le grand avantage quand il y en a, et donc notamment des rétables, parce que c'est comme ça que je resserre mon corpus aussi d'un point de vue de comparaison. Il fallait trouver une manière pour réduire, et puisque la production est si conséquente, c'est vraiment un foyer de production de polyptyques et de retables monumentaux exceptionnels. Donc c'est vraiment autour de cette production caractéristique, disons, que je resserre le corpus, et c'est comme ça que je peux le comparer donc aux rétables florentins, parce qu'effectivement ce sont les mêmes artistes qui ont travaillé pour les rétables pisans, qui ont laissé des rétables à Florence, etc. Et les mêmes artistes qui ont peut-être exporté donc Sicile, Sardaigne, mais aussi Gênes. Il y a des artistes pisans qui se sont installés à Gênes et qui ont laissé des œuvres là-bas. Donc c'est vraiment ce côté du bassin méditerranéen qui m'a permis de resserrer un peu. Et c'est une approche personnelle liée à ce cas spécifique, mais j'espère que ça peut intéresser. Merci. Merci beaucoup pour vos exposés passionnants. J'ai une question pour Victoria. J'étais très intéressé par cette icône orthodoxe qui reprend Raphaël. Est-ce que c'est une exception, ou est-ce qu'il y a eu d'autres exemples d'icônes orthodoxes qui étaient inspirées par des peintures occidentales ? Je pense que c'est une question également très intéressante. Il y a une différence entre les icônes inspirées de la peinture occidentale. Je vous ai montré un exemple d'une copie. Vous avez vu, la seule différence, c'est que dans l'icône russe, nous voyons la présence de Saint Joseph. D'ailleurs, si vous avez remarqué, Saint Joseph, il a des traits de Saint Nicolas, comme on voit dans les icônes typiques russes, vous voyez, avec des rides sur le front. Voyons encore cet attachement à la tradition orthodoxe. Néanmoins,
dans l'iconographie russe du XVIIIe, même du XVIIe jusqu'au début du XXe siècle, nous voyons l'intégration de quelques éléments de la peinture orthodoxe. Il ne s'agit pas de copie, mais il s'agit d'intégration de quelques éléments iconographiques empruntés des estampes et des recueils jésuites qui circulaient en Europe, qui sont arrivés en Russie via l'académie de Mogilov, l'académie orthodoxe, où on apprend par exemple le symbole du pélican qui déchire quand même, qui nourrit ses petits, ou la figure de Saturne avec le temps, une figure païenne on va dire, mais qui est bien présente dans les recueils jésuites. Mais je reviens peut-être à ma première phrase. L'exemple que je vous ai montré aujourd'hui, l'icône de la Mère de Dieu des Trois Joies, c'est l'exemple unique d'une copie exacte de Raphaël. Avant de conclure cette session très riche en échanges, j'ai une question pour Alicia. Parce que tu mentionnes, ou tu as mentionné dans ta présentation un certain Paul Courtauld, oui, qui en 1932 parle de Bordeaux comme cet exemple d'une cité classique. Et tu as aussi très brièvement mentionné les années 1930 comme une décennie où l'architecture néoclassique est prédominante en Europe. Et je voudrais savoir si ces architectes qui sont aussi actifs à Bordeaux, il y a la Bourse du Travail dont on a pu parler hier, qui date de ces années-là à Bordeaux. Et je voudrais savoir quelle place ces architectes et quelle place cette architecture néoclassique des années 30 occupe dans la canonisation de l'héritage classique bordelais. Merci pour cette question. Donc en fait, alors, la Bourse du Travail, en fait, c'est pas une architecture néoclassique. Ça fait rien, mais c'est une architecture en fait Art Nouveau. Donc en fait, dans les années 30, effectivement, oui, il y avait toujours cette architecture néoclassique. Mais il y a eu aussi à Bordeaux l'émergence de l'Art Nouveau et qui a été en fait commanditée par le maire, qui s'appelle Adrien Marquet. Mais c'est une architecture qui n'a pas vraiment fait mouche, on va dire, voilà, fait office de référence, tout simplement parce que le maire a été arrêté parce qu'il était collaborateur durant la Seconde Guerre mondiale. En fait, il a collaboré. Donc en fait, on a vraiment mis de côté cette architecture Art Nouveau, et c'est vrai que de nos jours maintenant, beaucoup de chercheurs essayent de remettre en avant cette nouvelle architecture des années 30 qui reflète vraiment que Bordeaux ne s'est pas que arrêté à l'architecture néoclassique, mais a aussi évolué et a pris en compte l'architecture de son temps, tout simplement. Voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres exemples des architectes néoclassiques actifs pendant les années 30 qui participent à cette canonisation ? Oui, par contre, je n'ai pas de nom spécifique en tête pour le moment, parce que j'ai tendance plutôt, moi, dans ma thèse, à me focaliser sur les autres architectes qui, eux, ont mis en avant d'autres architectures. Mais le plus souvent, oui, c'est tous les architectes qui sont sortis des écoles régionales d'architecture. L'enseignement, en fait, dans les écoles régionales d'architecture reste très académique. Et à Bordeaux, la spécificité, c'est que ça va rester très longtemps, on va dire, enseignement académique, dans ses références classiques. On va prendre en compte ça même au-delà dans les années presque 70, on continue à enseigner les classiques, alors que alors qu'il y a eu toute cette fission entre beaux-arts et architecture. Voilà, il y a une spécificité, mais c'est vrai qu'on continue. Ces architectes dits néoclassiques vont quand même continuer via les pastiches surtout. Parce qu'en fait, tout ce qui est architecte des bâtiments de France vont accepter le fait que les reconstructions qui vont être faites à Bordeaux ou les rénovations qu'on va faire doivent ressembler presque à l'identique à cette architecture classique ou néoclassique.
jusqu'à carrément en faire un pastiche. Je vous avais mis en photo, en fait, c'était la Bourse maritime, qui en fait date des années 1900, j'ai plus trop les dates, qui est en fait très récente, et en fait c'est un pastiche complet de la place de la Bourse. Ils ont vraiment fait à l'identique. Voilà, le pastiche est autorisé à Bordeaux. Merci. Et est-ce qu'il y a des questions entre intervenantes sur la table? Moi, j'ai une petite question à Sylvia. Alors, comme effectivement je travaille sur le sujet de la peinture catholique et orthodoxe, tu as évoqué lors de ta présentation la question de la peinture byzantine. Alors, je voudrais savoir si, à cette époque, à Pise, la peinture byzantine était considérée comme la peinture canonique. Il faut absolument suivre les règles de la peinture byzantine. Et la Renaissance, c'est une façon pour les artistes de la ville de Pise, c'est la façon de se distinguer de cette peinture orthodoxe, byzantine, imposée en quelque sorte. C'est très intéressant parce que déjà la question se pose de manière indirecte, puisque on ne peut malheureusement ou heureusement que l'apprendre des réinterprétations successives de cette histoire de l'art qui ont été faites. On n'a pas un accès direct à ce qui se faisait à ce moment-là et à comment les apprentissages et les formations ont été menés. Mais sans doute, la lecture qui en a été proposée de ce rapport à l'art byzantin est une lecture un peu contradictoire, parce qu'il y a à la fois cet apport d'un art oriental qui permet d'accélérer la connaissance, l'expérimentation autour des formes, et à la fois par la suite le besoin de rompre avec cela au moment à la Renaissance. Et c'est là que le mérite doit être donné à un peintre, que ce soit Giunta Pisano pour les Pisans, Cimabue et seulement Giotto enfin va y arriver. Et donc forcément c'est un rapport un peu contradictoire, mais à Pise c'est un contexte qui mériterait vraiment des approfondissements, qui a été déjà très approfondi, mais qui mériterait encore d'être regardé de près, parce qu'effectivement c'est un rapport à l'art byzantin qui est fort en raison des contacts méditerranéens, et c'est aussi autour de cet art, de cette présence d'artistes byzantins et de ces rapports directs à ces icônes qui circulent sur le territoire que les expérimentations artistiques ultérieures vont pouvoir se produire. Donc c'est intéressant. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de conclure là notre session et peut-être continuer les échanges autour d'un café, vu que c'est le moment. Juste avant, nous allons remercier très, très chaleureusement Alicia, Sylvia et Victoria d'avoir partagé avec nous vos démarches, vos questionnements et vos réflexions. Nos référentes de salle, Colline Desportes et Justine Gam pour la gestion des questions, et vous toutes et tous d'avoir été là cette matinée. Donc, on a maintenant une pause jusqu'à 11h20 et on vous attend ici ensuite, si vous voulez, pour la table ronde. Ce ne sera pas une session, mais une table ronde savant populaire. Et donc, ça durera de 11h20 à 13h et ça va conclure notre matinée de vendredi. Merci beaucoup. Merci.